Madame, monsieur, bonjour, bienvenue dans ce 12-13 en Rhône-Alpes. C'est aujourd'hui la journée mondiale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste et le 70e anniversaire de la libération du camp de concentration et d'extermination d'Auschwitz en Pologne. De nombreuses commémorations sont prévues en France. Nous reviendrons sur celles qui se sont déroulées à Lyon. Puis nous parlerons du Syrah qui bat son plein à Eurexpo. Nous aurons le palmarès de la Coupe du Monde de pâtisserie qui s'est déroulée hier soir avec le sacre des Italiens. Et nous retrouverons en direct Julien Sauvanon pour nous présenter la compétition du jour, le Bocuse d'Or. Enfin, nous irons à l'Elex, dans la station du pays de Gex qui accueille depuis hier et jusqu'à ce soir la Coupe d'Europe de ski alpin homme. Et c'est un Français, Cyprien Richard, qui s'est imposé hier lors du premier slalom géant. Mais d'abord, en justice, les suites d'une affaire dont nous avions largement parlé dans ce journal, celle du père Riffard, ce prêtre poursuivi pour avoir accueilli des sans-abri dans sa paroisse de Montreno, près de Saint-Étienne. Il avait été relaxé par le tribunal de police, mais le parquet avait fait appel de cette décision et c'est la cour d'appel de Lyon qui devait rendre son arrêt aujourd'hui à l'audience. Ce matin, Fatima Bouyablan, Anthony Laurent. Le rendu du délibéré de la Cour d'appel de Lyon a été très rapide. Le tribunal s'est déclaré incompétent et renvoie le dossier du père Riffard en correctionnel. La décision de justice s'est fondée uniquement sur un point de droit et non sur le fond. Les poursuites contre le père Riffard, qui héberge des demandeurs d'asile, ne relèvent pas d'une contravention, mais d'un délit. On m'a toujours dit que je n'étais pas un délinquant, mais un contrevenant. Là, il a plutôt l'air de dire que je suis plus un délinquant. Voilà. Voilà. Je bascule du côté des délinquants. Mais enfin, s'il faut tout recommencer à zéro, il commence à y en avoir un petit peu ras-le-bol. Bon, on va voir. Mais je crois que là, il a dégagé en touche. Alors qu'à Saint-Étienne, il avait quand même jugé sur le fond. Le père Riffard avait comparu une première fois en juin 2014 devant le tribunal de police de Saint-Étienne qui l'avait relaxé. Le parquet avait alors fait appel et l'homme d'église avait été rejugé le 2 décembre dernier par la Cour d'appel de Lyon. Cela fait 8 ans que le prêtre de Montreno accueille des demandeurs d'asile, déboutés pour la plupart. Il a le soutien de sa hiérarchie et de différentes associations. On sera évidemment extrêmement vigilant à la suite qui sera donnée à cette affaire et on sera présent aux côtés de ce citoyen-là qui essaye comme il peut de proposer un refuge et une dignité à des personnes qui vivent des situations de détresse. Car désormais, ce sera au procureur de la République de Saint-Étienne de décider s'il continue les poursuites ou pas. De nombreuses commémorations ont lieu aujourd'hui pour les 70 ans de la libération du camp d'Auschwitz. La préfecture du Rhône accueillait ce matin des élèves du lycée Aragon de Givors. Ils ont écouté une conférence de Jean-Olivier Viou. C'est l'ancien procureur de la République qui, on s'en rappelle, avait participé au procès de Klaus Barbie. Il a relié ces crimes contre l'humanité historique à ceux commis dans l'épicerie juive porte de Versailles à Paris le 9 janvier dernier par Amédi Koulibaly. Écoutez la comparaison qu'il en fait. Si la justice pouvait établir que l'auteur de cette tuerie de Vincennes, qui a eu pour seul mobile la qualité de juif des victimes, que ce tueur agissait dans le cadre d'un plan concerté, en exécution d'un plan concerté fondé sur des mobiles politiques, religieux, raciaux, etc., bien sûr que se poserait le problème d'une poursuite du chef de crime contre l'humanité. Et puis dans le cadre de ces manifestations, un coup de gueule, celui de Benjamin Orenstein, cet ancien déporté, a lui aussi profité d'une commémoration pour rappeler qu'il y a quelques jours encore, on a tué des juifs à cause de leur confession. Un discours qu'il a prononcé lors d'une cérémonie à Lyon devant le veilleur de pierre, près de la place Bellecour, Émilie Rousseau et Pierre Lachaud. Ce matin-là, dans tous les esprits, les victimes d'hier et les morts d'aujourd'hui. Alors en plus des 6 lumignons en souvenir des 6 millions de juifs disparus, une 7e bougie, en hommage aux 17 personnes mortes il y a 3 semaines à Paris. Après les souvenirs, le cri d'un rescapé d'Auschwitz. À quoi servent ces commémorations si c'est pour entendre à nouveau les purs slogans antisémites hurlés à tue-tête par des foules en délire? À quoi servent ces commémorations qui érigent les morts en martyrs mais qui laisse condamner à mort les vivants? Il est peut-être déjà trop tard. Mais si ici et maintenant, je n'arrive pas à vous ouvrir les yeux sur la réalité qui font trembler nos démocraties, attendez-vous à des lendemains terribles.
Des lignes écrites avant même les attentats, la peur, la haine, des sentiments que Benjamin Orenstein dénonce depuis des années, l'insécurité, un climat qu'il prédit depuis longtemps. Le verre est dans le prix. Beaucoup de nos compatriotes juifs ont peur que les fruits ne pourrissent totalement, ainsi s'en vont-ils. L'ancien déporté finit par un constat inquiétant. La France est devenue le premier pays d'émigration vers Israël. C'est un rapport qui fait grand bruit, celui de la Cour des comptes sur les petites maternités. Elle préconise d'enfermer une quinzaine, dont celle de Die et de Privas. Ces deux maternités drômoises et ardéchoises sont parmi les établissements qui pratiquent moins de 300 accouchements par an. Reportage Bérangère Bourgeot, Nicolas Ferraud. Le petit homme est un des premiers bébés de l'année à naître à Privas. En 2014, ils ont été 263. Mais la maternité est de nouveau sur la sellette. En cause un rapport de la Cour des comptes. Il rappelle que le nombre de maternités réalisant moins de 300 accouchements a baissé de moitié entre 2002 et 2011, mais que celles-ci n'ont pas totalement disparu. Il en reste 13, parmi elles Privas. Ce rappel à l'ordre n'est pas du goût de la direction. Le président du conseil de surveillance de l'hôpital lance donc, aux côtés des établissements menacés, un manifeste des petites maternités. Nous assumons le fait que la maternité de Privas soit faible dans sa rentabilité. C'est un service public qui est important pour notre territoire. Nous y sommes fondamentalement attachés et nous voulons interpeller directement le président de la République pour qu'on tranche une fois pour toutes l'utilité de ces services de naissance de proximité. Le nombre d'accouchements à Privas a augmenté en 2014, mais il reste encore loin des 300 minimum. Pour la Cour des comptes, ce seuil fixé par la loi est une garantie de sécurité sanitaire, un argument balayé par l'équipe médicale. Des études ont démontré que les accouchements simples dans une maternité qui fait moins de 300 accouchements n'étaient pas moins bien faits, ni plus de danger à le faire dans une petite maternité. Parfois plutôt moins de risques. La maternité de Privas bénéficie également du soutien des élus locaux. Dans un courrier adressé à la ministre de la Santé, le président du Conseil général demande à l'État de confirmer son maintien durable fondé sur la qualité du service rendu. En décembre 2012, l'Agence régionale de santé a renouvelé son agrément à l'hôpital. Il court jusqu'en août 2016. 5% d'augmentation d'impôts pour les Lyonnais. C'est un article complet qui vous attend sur notre page internet. Direction Eurexpo et le salon international de l'hôtellerie, restauration et de l'alimentation qui se termine demain. Hier soir avait lieu une des compétitions phares de ce salon, la Coupe du Monde de pâtisserie. 21 équipes s'y affrontaient et c'est l'Italie qui a remporté la médaille d'or. Valérie Benet et Laure Croza vous donnent le palmarès complet. L'Italie. La consécration pour l'équipe italienne qui n'avait pas décroché de médaille d'or depuis 1997. C'est la victoire de toute la vie professionnelle. C'est un rêve qui se réalise. Ils étaient venus avec un appétit de gagnant mais avaient frôlé la catastrophe en cassant leurs pièces au moment du service à l'assiette. Peter Pan, le capitaine Crochet et le crocodile sans dessus-dessous. Heureusement, la fée Clochette veillait sur le box transalpin. Je veux pas penser que nous avons perdu, mais après nous avons pris du courage et la force pour terminer le travail. Campioni del mondo! Campioni del mondo! Les Japonais qui avaient joué la carte de la magie décrochent la médaille d'argent, une deuxième place exactement comme en 2013, qui consacre toutefois le pays du soleil levant comme une grande nation pâtissière. Le bronze enfin pour les Américains qui voilà 2 ans avaient raté le podium d'un cheveu. On est très content d'être là, c'est là qu'on voulait être. Les autres équipes des 5 continents qui se sont affrontées ici durant 2 jours se partageront prix spéciaux et autres récompenses, voire repartiront les mains vides, mais personne et surtout pas les pays dont c'était la première participation ne regretteront le déplacement. On a vécu une belle aventure ensemble. Et on a développé une fraternité, une amitié, c'est incroyable, c'est incroyable. Et en direct du Sierra, on va retrouver Julien Sauvadon. Bonjour Julien, autre compétition peut-être la plus connue, Julien, celle que tous les chefs du monde rêvent de gagner, le Bocuse d'or, et c'est le grand jour. Oui, bonjour Frédéric, bonjour à tous. Et vous l'entendez autour de moi, beaucoup d'ambiance parce qu'aujourd'hui, c'est les Bocuse d'or. La compétition a démarré ce matin
dès 8 h. 12 équipes passent aujourd'hui, 12 équipes passent demain et les résultats seront dévoilés demain soir. Alors aujourd'hui, c'est un petit peu la journée du candidat français Nicolas Davoust. Vous le voyez peut-être derrière moi. Il est là-bas, il lui reste pratiquement 2 heures pour terminer ses plats. Retour sur une matinée au fourneau. Les images sont signées Jean-Christophe Had. Avec ça des mains, vous mettez dedans comme vous avez fait, d'accord? Et vous lâchez plus rien. Ok? Allez, mettez-vous en place et on va aller jusqu'au bout. Dernier conseil avant d'entamer les 5h35 de compétition, c'est peu dire si à chaque édition des Bocuse d'Or, le candidat français est attendu. Impossible d'arracher le moindre mot à Nicolas Davoust, la pression est à son comble, il a la lourde tâche de faire aussi bien que son prédécesseur qui avait remporté la prestigieuse récompense il y a 2 ans. Il s'est mis dans sa bulle et comme un skieur, il refait tout son cheminement et toute son organisation. Concentration ultime, ce qui est normal. Le démarrage, c'est le plus important? C'est comme en Formule 1, il ne faut pas le louper. Nicolas Davoust prépare les Bocuse d'Or depuis 1 an et demi. Avant de se retrouver aujourd'hui en finale, il a dû franchir 2 étapes de sélection, les éliminatoires français et européens. Le meilleur ouvrier de France, Franck Ferrigouti, son patron dans ses restaurants de Vence et de Courchevel, l'accompagne dans cette aventure. Pourquoi il y a Ratatouille à côté de vous là? C'est la mascotte de l'entraînement, donc ils ont voulu l'emmener, donc on la laisse, elle est là. Ça va leur porter chance? Bah oui, j'espère. Elle a eu quelques petits problèmes, il lui manque l'oreille là. C'est des moments de... Ouais, où on est un peu nerveux des fois, puis ça part. Voilà. À ses côtés, Nicolas Davoust est aidé d'un commis. La Team France lui a même mis à disposition une coach mentale et un ostéopathe. Pour moi, l'épreuve, c'est comme une épreuve sportive. Un marathonien qui courrait tous les jours, il a besoin d'avoir une machine qui lui pose aucun problème. Des heures et des heures, les bras debout à cuisiner. Des heures et des heures simplement debout, incliné, des mauvaises postures. C'est des choses qu'il faut gérer et ça, c'est mon métier. Nicolas Davoust a jusqu'à 14 h pour servir ses 2 plats, une pintade fermière des Landes et une truite fario. Remporter un Bocuse d'Or, c'est l'assurance de travailler dans les plus grands restaurants de la planète, voire même d'ouvrir le sien. Alors il y a beaucoup de monde ici pour assister aux épreuves. Ce que vous entendez derrière moi, ce sont les Anglais qui encouragent très très fort leurs candidats. Alors Nicolas Davoust a encore 1 heure pour servir ses plats. Et à 13 h, donc il servira son premier plat, du poisson, une truite fario. Et figurez-vous que cette truite fario, elle a été pêchée pas très loin d'ici, en Isère, près de Beaurepaire, à Beaufort. On y était il y a quelques jours. Les heureux élus, si l'on peut dire, se trouvent peut-être parmi elles. Mais en attendant les Bocuse d'Or, ces truites fario coulent des jours paisibles, loin des projecteurs, dans leur pisciculture iséroise. Bientôt, elles seront 400 à quitter leur bassin pour rejoindre les assiettes des futurs grands chefs de la planète. Seuls les poissons d'au moins 300 grammes seront du voyage. C'est un tri spécifique pour les Bocuse d'Or? Alors là, c'est un tri à l'aspect, en fait, par rapport à un certain calibre de poisson et par rapport à l'aspect du poisson au niveau physique. Donc il faut qu'il ait des belles nageoires et au niveau des yeux aussi, qu'il n'y ait pas de défaut, que le poisson soit vraiment au top de sa forme. La pisciculture Murga a été choisie pour approvisionner la compétition en poissons haut de gamme. Une reconnaissance pour cette maison centenaire dirigée par la même famille depuis 4 générations. On essaye de faire un travail de qualité, chair blanche, un petit peu ferme. On est sur eau de source et on travaille sur un circuit assez court parce qu'on prépare le poisson un jour comme aujourd'hui. Il est le lendemain matin sur l'étal à Lyon. Bien connue des chefs de notre région, cette pisciculture vend chaque année plus de 700 tonnes de poissons, des truites fario, arc-en-ciel ou omble chevalier. Pour ces directeurs, les Bocuse d'Or constituent avant tout une jolie opportunité pour se développer à l'international. Un atout pour l'entreprise de plus, de montrer qu'on peut se situer au plus haut niveau. On travaille pas mal avec des grands chefs dans d'autres pays en dehors de l'Europe, comme Singapour, Boston, le Japon, etc. Bien que la majorité soit vendue en région Rhône-Alpes, un peu à Rungis et en Suisse. Une grande partie des 21 salariés de l'entreprise a même prévu d'assister aux Bocuse d'Or pour découvrir ce que vont devenir leurs poissons. Est-ce que vous allez aller voir comment sont cuisinés vos poissons? Oui, je vais essayer, oui. J'y serai mardi et mercredi. Oui. Pourquoi? Rien que pour voir la fierté, représenter la société. J'espère qu'on pourra goûter, oui.
Mais là, c'est quoi, 24 chefs hein? Ah oui, c'est pas ma femme qui fait les cuisines. Madame appréciera. Les candidats au Bocuse d'Or s'entraînent depuis 2 mois pour mettre au point leur recette à base de truite fario. Ils auront 5h35 le jour de l'épreuve pour la réaliser. Une pintade fermière des Landes est également au menu. Alors vous le voyez derrière moi, les serveurs s'entraînent tout à l'heure à servir le jury. Comment Nicolas Davoust va servir sa truite, on le saura tout à l'heure. Il aura fort à faire parce qu'il y a de la concurrence. Les États-Unis qui passent aussi aujourd'hui et surtout le Japon demain et les pays nordiques. Merci beaucoup Julien. Puis bien sûr on reparlera du Syrah dans notre édition du 19-20. En sport, c'est une première. La Coupe d'Europe de ski alpin homme fait escale jusqu'à ce soir à l'Elex, c'est dans le pays de Gex. Au programme 2 slaloms géants, dans le premier qui s'est déroulé hier, c'est le Français Cyprien Richard qui s'est imposé. Reportage Benjamin Métral et Thierry Swiderski. Une victoire française pour la toute première Coupe d'Europe masculine organisée à l'Elex. Le public ne pouvait pas rêver mieux. Sur la piste des Rodos et ses pentes à 50%, le lion de Morzine, Cyprien Richard, s'impose à 36 ans devant tous les plus grands spécialistes du géant. C'est assez vallonné tout le long, donc il faut être malin. C'est un peu pour les vieux briscards, faut croire. Vu que je suis le plus vieux au départ, je crois. Donc il faut être malin, il y a beaucoup de mouvements de terrain. Donc c'est pas que la tête dans le guidon, c'est aussi un peu tactique et un peu malin, et j'aime ça. Thomas Fanara, l'actuel 5e du classement en Coupe du Monde, ne terminera que 10e à l'issue des 3 manches plutôt que 2. La fédération internationale ayant choisi l'Elex pour tester un possible futur format de compétition pour la Coupe du Monde. C'est plus de suspense, c'est 3 fois les meilleurs qui sont au départ d'une manche, et puis surtout un format télévisuel le plus compact. Après le championnat de France en 2009 et la Coupe d'Europe féminine il y a 3 ans, la station des Montjurats ajoute donc une nouvelle ligne à son CV grâce à l'expérience accumulée et au travail de 120 bénévoles. Les équipes de France s'entraînent sur la station. Avant les Jeux Olympiques l'année dernière, on a mis tous les moyens possibles en œuvre pour qu'ils puissent préparer Sochi ici, sur place, pendant 10 jours. Donc un petit peu pour nous remercier du travail fait avec les équipes de France. Suite des épreuves ce mardi à l'Elex, avec pour ce 2e jour de Coupe d'Europe, quelques flocons encore et le retour de la compétition en 2 manches. Ouais, ça redémarre à 13h, ainsi se termine ce journal.